battre le marché. C'est un peu le saint graal de la finance. On appelle ça générer de l'alpha. Aujourd'hui, on va décortiquer comment les plus grands noms de l'investissement y sont parvenus. Et on va voir qu'il n'y a pas une, mais deux philosophies radicalement opposées qui ont tout changé. C'est la question à 1 milliard, n'est-ce pas? Et la réponse, eh bien, elle est loin d'être unique. En fait, elle nous ouvre les portes de deux visions du monde, deux approches totalement différentes pour lire et comprendre les marchés financiers. D'un côté, on a ce que j'appellerais les détectives de la valeur. Eux, ils passent leur temps à éplucher les bilans comptables à la recherche de la pépite sous-évaluée. Et de l'autre, on a les bâtisseurs de machines. Leur truc, c'est de concevoir des systèmes complexes pour modéliser et trader les grands flux économiques. Commençons par les détectives, ceux pour qui tout est dans les chiffres d'une entreprise. Et cette école, elle commence avec un homme, un professeur dont toute la philosophie est née d'un véritable traumatisme et qui a défini l'investissement pour des générations entières, Benjamin Graham. Ce qu'il faut absolument comprendre avec Graham, c'est que sa stratégie n'est pas née d'une envie de devenir riche, mais de la peur viscérale de la ruine. Le crash de 1929 l'a marqué au fer rouge, et ça a forgé chez lui une obsession. La règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent. La survie d'abord, la performance, c'est juste une conséquence. Et cette méthode, qui est basée sur la prudence absolue, a fonctionné bien au-delà de ses espérances. Entre 1936 et 1956, sa société a dégagé un rendement annualisé de presque 20%, alors que le marché faisait à peine plus de 12%. La preuve que, parfois, la meilleure attaque, c'est une excellente défense. Son idée de génie, la voilà, la marge de sécurité. Pour Graham, une action, c'est avant tout un actif bien tangible. Sa règle d'or était simple, n'acheter une entreprise que si son prix était inférieur aux 2/3 de sa valeur d'actif courant net. C'est un peu comme si vous achetiez un portefeuille pour moins que le cash qu'il y a dedans. Avec ça, le risque de perte définitive devient quasi nul. Mais c'est son élève le plus célèbre qui va faire passer cette idée au niveau supérieur, Warren Buffett. Au début, il appliquait la méthode Graham à la lettre en achetant ce qu'il appelait des mégots de cigares, des entreprises pas terribles, mais vraiment pas chères. Puis il a eu une révélation. C'est beaucoup plus malin d'acheter une entreprise exceptionnelle à un prix correct, plutôt qu'une entreprise correcte à un prix exceptionnel. Et le résultat de ce changement de philosophie, eh bien il est, vertigineux. Un rendement cumulé de plus de 5 millions de pourcents. Voilà ce que ça donne, la magie des intérêts composés, quand on l'applique pendant des décennies sur des entreprises de très haute qualité. Mais attention, la magie de Buffett ne vient pas que de ses choix d'action. Son vrai coup de génie, il est structurel. C'est l'utilisation du float de ses compagnies d'assurance. En gros, c'est l'argent des primes d'assurance qu'il encaisse et qu'il peut investir pour son propre compte avant de devoir payer les sinistres. Imaginez un instant pouvoir emprunter des milliards et en plus être payé pour le faire. C'est ça, le véritable réacteur nucléaire de Berkshire Hathaway. Bon, maintenant, oubliez tout ce qu'on vient de dire. On quitte le monde des bilans comptables, des entreprises individuelles. On change complètement d'échelle. On va s'intéresser aux immenses plaques tectoniques de l'économie mondiale. Bienvenue dans le monde des bâtisseurs de machines. Pour cette école, tout bascule un jour précis, le 15 août 1971. Ce jour-là, le président Nixon fait exploser le système monétaire mondial en détachant le dollar de l'or. Et un jeune trader, un certain Ray Dalio, a une révélation. Il comprend que les marchés ne sont pas juste une somme d'histoires d'entreprise, mais une gigantesque machine pilotée par les flux de crédit et les décisions des banques centrales. Et fort de cette vision, Dalio a tout de suite vu une faille énorme dans la pensée traditionnelle. Ce graphique, il est parlant. On nous vend depuis toujours le portefeuille 60-40 comme le summum de l'équilibre. Mais en réalité, quand on regarde d'où vient le risque, on voit que 90% de la volatilité vient des actions. Alors, équilibrer vraiment? Pas tant que ça. Sa solution, elle, a été une vraie révolution, la parité de risque, au risk parity. L'idée est simple mais brillante. N'allouez pas votre capital, allouez votre risque. Prenez une balançoire. Au lieu de mettre 2 personnes du même poids, vous pouvez équilibrer un adulte et un enfant si l'adulte s'assoit beaucoup plus près du centre. Eh bien, c'est pareil ici. On va utiliser un peu de levier sur les actifs les moins risqués pour que chaque classe d'actifs pèse exactement le même poids en termes de risque dans le portefeuille. Ok. On a les détectives et les ingénieurs. Mais si même cette approche systématique n'était pas encore assez rigoureuse, c'est là qu'on entre dans la dernière grande révolution. Celle qui veut faire de l'investissement une science dure, avec des figures de proue comme Marcos López de Prado. La critique de López de Prado est violente. Pour lui, une bonne partie de la finance quantitative, c'est du pipeau. C'est comme si on torturait les données jusqu'à ce qu'elles avouent ce qu'on veut leur faire dire.
Le problème, c'est qu'en testant des milliers de stratégies sur des données passées, on finit toujours par en trouver une qui a l'air de marcher. Mais c'est souvent par pur hasard. C'est ce qu'on appelle le surajustement. Pour lutter contre ça, il a mis au point un véritable détecteur de mensonges pour stratégie, le Deflated Sharp Ratio. Imaginez que vous cherchiez un trésor. Si vous creusez un seul trou au hasard et que vous le trouvez, c'est impressionnant. Si vous devez creuser 1000 trous avant de tomber dessus, c'est sûrement juste de la chance. Eh bien, le DSR, il fait exactement ça. Il ajuste la performance d'une stratégie en fonction du nombre de fois où on a dû la tester. Il sépare la vraie compétence du simple coup de bol. Et son approche du machine learning est tout aussi subtile. Au lieu de demander à une machine « est-ce que cette action va monter ?», il en utilise deux. Une première machine propose des idées de trade, et une seconde, plus maligne, ne cherche pas à deviner le marché, elle cherche à deviner si la première machine a raison. Le but n'est pas de trader plus, mais de trader mieux, de filtrer les erreurs. C'est une quête de précision, pas de fréquence. Alors, que retenir de tout ça ? On a l'impression d'avoir vu deux mondes qui s'opposent, les détectives contre les scientifiques. Mais en réalité, si on prend un peu de recul, on voit que ces deux écoles racontent la même histoire, celle d'une quête permanente pour transformer l'art de l'investissement en une science de plus en plus formelle. Ce tableau résume parfaitement ce parcours. L'école fondamentale, elle cherche les erreurs de prix avec des outils comptables. L'école systématique, elle, cherche les failles dans la structure du marché avec des algorithmes. Même les indicateurs clés le montrent. On est passé du retour sur capitaux propres, qui mesure la santé d'une entreprise, au DSR, qui mesure la validité d'une découverte statistique. On est passé de l'analyse d'entreprise à l'analyse de l'information elle-même. Ce parcours est fascinant. On a commencé en lisant un bilan, puis on a modélisé l'économie comme une machine, pour finir par appliquer la méthode scientifique à la recherche de stratégies elle-même. La grande question pour le futur, elle est vertigineuse. Est-ce que la valeur sera encore découverte par l'intuition et l'analyse humaine, ou est-ce qu'elle sera à terme exclusivement calculée par la pure puissance des machines ?